Adam Smith. Quand on entend ce nom, on pense tout de suite au capitalisme, à l'idée que l'égoïsme fait tourner le monde. Mais, et si cette image n'était qu'une façade? Si le véritable Adam Smith était quelqu'un de bien plus complexe et, franchement, de bien plus surprenant? Voilà la question qui est au cœur de tout. Comment est-ce que celui qu'on appelle le père du capitalisme a pu être en même temps l'un de ses critiques les plus virulents? Restez avec nous parce que la réponse risque de pas mal bousculer les idées reçues. Alors, commençons par le début. L'image que tout le monde a en tête. Le Adam Smith des manuels, des discours politiques. En gros, une caricature bien pratique. C'est lui, le champion de l'intérêt personnel, l'homme qui aurait théorisé que la cupidité, c'est bien. On en a fait une sorte d'icône, un symbole, mais en faisant ça, on est complètement passé à côté de l'essentiel de sa pensée. Ok, maintenant, oublions la statue, allons à la rencontre de l'homme, le vrai, le philosophe, le professeur, et oui, le grand distrait. Et ce qui est fascinant avec ces anecdotes, c'est qu'elles sont bien plus qu'amusantes. Elles nous peignent le portrait d'un homme qui était tellement, mais alors tellement plongé dans ses réflexions qu'il en oubliait le monde matériel. Ce n'était pas un homme d'affaires froid et calculateur, c'était un intellectuel pur jus, absorbé par ses idées. Bon, cette chronologie, elle est absolument cruciale. Regardez bien les dates. En 1759, il sort sa théorie des sentiments moraux. Et il faut attendre 17 ans. 17 ans avant l'apparition de la richesse des nations, en 1776. Cet ordre n'est pas un détail, il est la clé pour vraiment comprendre sa pensée dans son ensemble. On arrive maintenant au cœur du réacteur. À cette tension, du moins en apparence, qui a fait couler tant d'encre. Comment le même esprit a-t-il pu écrire un livre sur l'importance de l'empathie, puis un autre sur le rôle moteur de l'intérêt personnel? Le voilà, le livre qui a fondé sa légende, La richesse des nations. Il est souvent vu comme la Bible de l'économie moderne. Et c'est de là que vient la première moitié de notre énigme. D'un côté, la sympathie comme fondement de notre morale. De l'autre, l'intérêt personnel comme moteur de l'économie. Pour beaucoup, c'est une contradiction totale. On a même inventé une expression pour ça, le problème Adam Smith, comme s'il était intellectuellement schizophrène. Ah, là voilà, c'est la citation. Celle qu'on entend partout, tout le temps, pour prouver que pour Smith, seul l'égoïsme compte. Elle a l'air limpide, non? Et pourtant, voilà ce qu'il écrivait dans son premier livre. C'est tout aussi clair, mais ça dit exactement l'inverse. Alors qui croire? Le Smith de 1759 ou celui de 1776? C'est à n'y rien comprendre. En réalité, la solution est d'une simplicité désarmante. Pour Adam Smith lui-même, il n'y a jamais eu de contradiction. Il décrivait simplement deux phases de l'être humain qui s'expriment dans des contextes différents. La sympathie, c'est pour nos vies sociales, nos familles, nos amis. L'intérêt personnel, c'est pour la sphère économique. L'un n'annule pas l'autre, les deux coexistent. Allez, on continue de déboulonner le mythe. On va s'attaquer maintenant à un monument, son concept le plus célèbre et probablement le plus déformé, la fameuse main invisible. C'est devenu une sorte de formule magique, non? L'idée que les marchés s'équilibrent tout seuls comme par miracle. Que si chacun ne pense qu'à soi, une force quasi divine va tout arranger pour le bien de tous. Une belle histoire pour justifier le laisser-faire. Et là, c'est la douche froide. Parce qu'en réalité, Smith n'utilise cette expression qu'une seule et unique fois dans tout le livre. Et pas du tout pour décrire un grand principe universel. Il l'utilise dans un contexte très précis, pour expliquer pourquoi un entrepreneur va préférer investir son argent dans son propre pays plutôt qu'à l'étranger, par prudence. Ce qui, au final, est bon pour l'économie nationale. C'est tout. Rien de magique là-dedans. Et non seulement ce n'était pas un fanatique du marché roi, mais il se méfiait profondément, viscéralement du monde des affaires. Pour lui, les patrons n'étaient pas des héros. C'était un groupe qui avait une tendance naturelle à conspirer contre le public pour faire monter les prix et s'en mettre plein les poches. Il disait même qu'il fallait examiner toutes leurs propositions de loi avec une suspicion maximale. Alors au final, une fois qu'on a gratté tout le vernis du mythe, qu'est-ce qui reste d'Adam Smith? Eh bien, il nous reste un penseur beaucoup plus nuancé et finalement bien plus pertinent pour aujourd'hui qu'on le pense. Le message central, c'est celui-ci. Un marché ne fonctionne pas dans le vide. Ce n'est pas la loi de la jungle. Pour qu'il soit efficace et juste, il a besoin d'un cadre solide, de règles, d'institutions, bref, d'un État qui fait son travail. D'ailleurs, il a carrément listé les devoirs du gouvernement. Et attention, la liste est longue. La défense et la justice, bien sûr, mais aussi la construction d'infrastructures publiques, le soutien à l'éducation pour tous, et même la régulation des banques. On est très, très loin du cliché de l'État minimal. Pour lui, l'État n'est pas l'ennemi du marché, il en est le partenaire indispensable. En fait, l'histoire d'Adam Smith est une leçon qui va bien au-delà de sa propre pensée. Elle nous rappelle à quel point il est facile de déformer des idées complexes pour les transformer en slogans qui nous arrangent.
Alors la prochaine fois qu'on cite un grand nom de l'histoire pour justifier une idée un peu trop simple, ça vaut peut-être le coup de se demander quelle est la vérité qui se cache, cette fois encore, derrière le mythe.